11h-13h sur Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Emmanuel Macron ne veut donc pas de législative anticipée. Il apporte un soutien appuyé à son ami, dit-il, son compagnon de route François Bayrou. Il se confie longuement dans une interview à nos confrères de Paris Match. Alexis de la Fontaine du service politique, vous Bonjour. êtes avec nous. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petites phrases qu'on a retenues du président de la République parce qu'évidemment on s'interroge sur la couleur de cette rentrée politique avec évidemment la présentation du budget à l'automne et l'éventuelle censure du gouvernement. Oui, alors déjà, on peut noter qu'il réaffirme son soutien à son Premier ministre, clairement. Il dit « François Bayrou, c'est mon ami, c'est mon compagnon de route. J'espère qu'il restera jusqu'en 2027 ». Honnêtement, on n'a pas de souvenir que Emmanuel Macron ait eu des mots aussi tendres, aussi chaleureux pour ses premiers ministres. Peut-être pour Gabriel Attal qu'il avait appelé son petit frère, mais entre-temps, c'était un petit peu moins chaleureux aussi. C'était moins chaleureux évidemment. Et donc pour cet ami, il appelle les oppositions, les autres forces politiques, évidemment, à ne pas censurer François Bayrou, à ne pas voter la censure lors du budget à la rentrée, évidemment, dans quelques mois. Il appelle à la stabilité, notamment, il dit, face à toutes les crises internationales, on le voit aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans toutes les réunions à l'étranger, donc il dit en France on a besoin de stabilité, et il revient aussi sur cette fameuse dissolution qui était l'année dernière. Oui. Il assume à nouveau son choix, mais il dit pas une deuxième fois quand même. Quand même. Pas une deuxième fois. Maintenant, il souhaite que François Bayrou reste et il souhaite surtout qu'il ne soit pas censuré. Merci Alexis de la Fontaine de toutes ces précisions. Frédéric Dabi est avec nous. Frédéric Dabi, directeur général de l'Opinion Groupe IFOP. Bonjour Frédéric Bonjour Dabi. Stéphanie, bonjour à tous. Vous venez d'écouter Alexis de la Fontaine et certainement lu en détail cette interview chez nos confrères de Paris Match. Ça dit quoi ça ? C'est déjà, vous avez raison de le dire Alexis, c'est rare qu'Emmanuel Macron déjà cite ses ministres, cite ses premiers ministres. Il l'avait fait de manière, avec du recul, avec une certaine forme d'humour, quand le 31 décembre 2023, lors de ses vœux, il avait remercié Elisabeth Borne d'avoir tenu sur les retraites. Quelques jours après, il la remerciait et nommait Gabriel Attal. Donc ce n'est pas dans ses habitudes. Alors, pour paraphraser une phrase célèbre de François Hollande sur Emmanuel Macron, il sait, Emmanuel Macron, ce qu'il doit à François Bayrou. Si on remonte à leur compagnonnage, en 2017, c'était d'ailleurs dans un rolling une fois fiducial avec Europe 1, on mesurait chaque jour l'attention de vote présidentielle, on testait la candidature de François Bayrou, et quand François Bayrou s'est retiré et a appelé à une alliance avec Emmanuel Macron systématiquement a été en situation d'être au second tour. Donc il y a une très forte proximité, mais on peut être aussi étonné quand on connaît les conditions de la nomination de François Bayrou. Oui, c'était un petit peu forcé la main, tordu. Il lui aurait forcé la main ou tordu la main, alors qu'Emmanuel Macron voulait nommer Sébastien Lecornu, un autre proche. Mais c'est vrai que François Bayrou, ça a été en 2017 le faiseur de roi. C'est vrai aussi qu'ils ont une communauté de destin. Ils sont à la tête du pays. Si je prends notre baromètre IFOP-JDD, qui est, comme vous le savez, le plus ancien de la Ve République, je peux dire de manière un peu catégorique que c'est le couple exécutif le plus impopulaire de la Ve République, puisque nous pouvons comparer jusqu'à ça crée des liens, Charles de Gaulle et Michel Debré, en passant par Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. C'est vrai que dans la dernière livraison de la fin juillet, il y aura une livraison fin août avec nos amis du JDD, de Geoffroy Lejeune et d'Antonin André. On avait 19% de satisfaits s'agissant d'Emmanuel Macron, son score le plus bas depuis 2017, et 18% seulement pour François Bayrou. Donc on a un couple très, je dirais, rejeté par les Français pour toute une série de raisons. Alexis de la Fontaine, vous vouliez intervenir. Oui, non, je voulais dire surtout, c'est là où on voit aussi que François Bayrou est un Premier ministre qui comble un peu les trous pour Emmanuel Macron, c'est lui qui prend toutes les mauvaises flèches pour le président. C'est lui le plus impopulaire. C'est un bon paratonnerre. Oui, c'est un bon paratonnerre. C'est lui qui doit présenter le plan budgétaire avec les 43 milliards d'économies. C'est lui qui doit annoncer les mauvaises nouvelles. Et donc, c'est lui qui prend aussi l'impopularité pour le président. Oui, vous avez raison, mais quand on est à 19% chez le président et 18% chez le Premier ministre, on ne peut pas dire que c'est un paratonnerre qui a des trous, si je puis dire, des trous dans la raquette. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de communauté de destin. On n'est pas... si on prend des exemples passés sur la Ve République, avec un Premier ministre fusible qui protège le président. On a un président paratonnerre, on a un Premier ministre qui est vrai, a fait ce plan d'annonce le 15 juillet, qui a été jugé courageux par les Français, mais
injuste, avec des efforts mal répartis, avec ces fameux 2 jours fériés supprimés. Mais ce qui frappe... On va y revenir. Oui, je vous laisse finir votre phrase, Frédéric. Ce qui frappe, c'est que ça a touché par ricochet Emmanuel Macron. Quand je regarde les verbatims des Français du baromètre IFOP-JDD du mois de juillet, c'est notre situation catastrophique sur la dette, le pronostic vital du pays est engagé, les 5 000 euros par seconde, toutes les phrases assez fortes qu'a tenues, et également pendant l'été François Bayrou, les Français disent, mais c'est le responsable, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est presque une victime collatérale de ces annonces. Alors il est quand même assez gonflé, le président de la République, parce qu'il renvoie un petit peu le Parlement à ses responsabilités. Il dit en substance, on a un Parlement qui reflète les fractures du pays. C'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est ainsi que s'organise la coalition du chancelier Merkel, après avoir évidemment dissous l'Assemblée avec les complications qu'on connaît. Alors je ne dirais pas qu'il est gonflé. Oui, mais vous êtes plus poli que moi. Oui, non mais il prend acte de cette situation inédite sur la 5e République. Moi, je vais faire monter les choses à cette dissolution, qui est l'acte le plus incompris pris par un président sous la 5e République, et les conséquences, c'est-à-dire cette élection qui n'a pas donné une majorité absolue, ces 3 blocs à peu près équivalents à quelques dizaines de sièges de députés près, qui fait que la situation est bloquée. Qu'est-ce que nous vivons, Stéphanie, depuis le 7 juillet, et les Français l'ont complètement intégré. On vit ce que j'appelle l'éclipse du politique. Les Français ont conscience que le politique, faute de majorité absolue et une majorité même relative forte, le politique ne peut plus transformer le quotidien des Français, ne peut plus résoudre les problèmes. D'ailleurs, quand on regardait l'image que renvoyaient et Michel Barnier et François Bayrou, l'image, c'était l'inaction. C'était ils ne font rien. Alors François Bayrou a quand même corrigé ça avec son plan du 15 juillet, mais il y a cette grille d'analyse. Et donc effectivement, les Français sont inquiets sur cette situation. Ils voient que le politique ne joue plus ce rôle. Ils cherchent des acteurs de substitution. L'entreprise qui transforme la vie des salariés, les maires, les élus locaux. Encore faut-il les laisser travailler, les entreprises. Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, quand le président dit il faut que les responsables politiques soient responsables, ce n'est qu'un vœu pieux. De la même manière, lorsqu'il dit « je souhaite que François Bayrou soit mon Premier ministre jusqu'en 2027 », c'est un drôle d'aveu d'impuissance. Normalement, un président, c'est lui qui a droit, entre guillemets, de vie et de mort politique sur son Premier ministre. Il sait très bien que si François Bayrou est renversé à la rentrée par une motion de censure, comme l'a été Michel Barnier, il ne pourra pas se maintenir à Matignon. Ça montre aussi une forme d'impuissance présidentielle. Alors, c'est pas l'inverse qui va se passer, justement, parce que les députés sont au courant maintenant qu'il n'y aura pas de dissolution, donc ils seront maintenus. Est-ce que, Alexis de la Fontaine, la tentation n'est pas forte, justement, pour certains, de céder, justement, à la tentation de la motion de censure? Alors, oui et non, parce que certains, de toute façon, l'ont déjà annoncé, ils vont censurer. On va en parler en détail tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain, que ce soit la France Insoumise ou les écologistes, ils l'ont dit, ils vont censurer, mais au contraire, certains sont aujourd'hui ouverts à la discussion. Et certains qu'on n'attendait pas forcément, on peut parler du Parti Socialiste, eux se disent clairement prêts à négocier, à discuter avec François Bayrou. On se souvient que il n'y a pas plus longtemps qu'en février dernier, ils n'ont pas voté la motion de censure sur le budget. C'est ce qui a permis à François Bayrou de rester en place par un jeu de négociation politique avec, avec certains compromis sur les questions budgétaires ou autres. Ils ont obtenu quelques avancées qui leur ont permis de dire c'est suffisant pour nous pour ne pas censurer, et ils espèrent aujourd'hui répéter la même chose, mais là on part quand même d'un peu plus loin. Justement, on va en parler dans quelques instants, restez avec nous. On écoutera d'ailleurs Pierre Jouvet qui était l'invité de Thomas Schnell ce matin dans Europe 1 Matin, le député européen PS qui parle de cette censure des socialistes, justement. Restez avec nous. Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Emmanuel Macron balaie l'hypothèse d'une nouvelle dissolution et renouvelle sa confiance envers François Bayrou. Qu'en pensez-vous? 01 80 20 39 21, appelez-nous. 11h, 13h. Stéphanie Demuru sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites qui dit rentrée, dit nouvelle basket. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que les baskets Tex ultra légères pour enfants et adultes sont à 4,99€ seulement. Alors rendez-vous jusqu'au 31 août chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Synthétique, existant 5 coloris du 26 au 46, pointure variable selon coloris, détail et magasin participants sur carrefour.fr. Découvrez le JD News, votre nouveau magazine d'actualité hebdomadaire. Avec le JD News, plongez au cœur d'une France fière d'elle-même et de ses valeurs. Débat et expertise de terrain, découverte des initiatives et des héros d'aujourd'hui, le JD
News, chaque mercredi en kiosque et en version numérique, et tous les dimanches avec le journal du dimanche. Vive la liberté d'expression. Lidl. Allô patron, on est sacrément mal. À cause des prix sacrés Lidl ? Ah oui patron, Lidl a sacrément et durablement réduit le prix de produits qui sont sacrés pour les Français. Par exemple, dès demain, le prix de la baguette, 29 centimes au lieu de 35 centimes. Moins 17%, c'est sacrément réduit. Votre supermarché Lidl est ouvert tous les jours, même le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. Valable dans les supermarchés disposant d'un point chaud et ayant ce produit dans leur gamme. 250 grammes, 1,16€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Emmanuel Macron affiche son soutien à François Bayrou et exclut une nouvelle dissolution avant 2027. Pour en parler, Stéphanie, vous êtes accompagnée par Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Absolument, Frédéric Dabi. On parlait à l'instant de cette rentrée qui risque d'être, on va dire quoi, explosive, instable, je ne sais pas, au choix. Alors, je vais être toujours prudent parce que ça fait partie peut-être des figures de style d'avant la rentrée de dire la rentrée sera chaude, la rentrée sera compliquée, et parfois elle ne l'est pas. Maintenant, c'est vrai, je le disais avec notre échange précédent avec notre ami Alexis, on est dans un contexte d'impopularité chronique du couple exécutif. On a cette situation de blocage liée à la situation post-élection législative avec cette éclipse du politique. Et puis effectivement, les annonces du 15 juillet du Premier ministre pour trouver ces 43 ou 45 milliards, parce que c'est finalement 45 milliards d'économies, ne passent pas auprès des Français avec un point de fixation très fort, la suppression des 2 jours fériés. Et il y a effectivement cet appel à bloquer le pays, bloquer tout que des forces politiques cherchent à récupérer. La France Insoumise l'a fait de manière très directe, qui pourrait peut-être créer une situation comparable aux Gilets jaunes. Mais rappelez-vous que les Gilets jaunes n'avaient pas été anticipés. Il n'y a pas eu un appel pour dire le 15 novembre, on bloque le pays. Là, quand on appelle comme ça à bloquer les choses, peut-être qu'une partie des Français vont être sur une logique de responsabilité pour dire si le pays est bloqué, c'est encore plus la catastrophe. Donc attention de ne pas anticiper une rentrée très chaude qui peut-être ne sera pas autant que ça. Vous faites bien de le souligner, ce groupe LFI qui souhaite un petit peu, pardonnez-moi la familiarité de ce verbe, s'incruster dans ce mouvement qui était à l'origine citoyen exclusivement. Le 10 septembre, c'était totalement citoyen sur les réseaux sociaux. LFI veut s'agréger à ce mouvement. Est-ce que ça ne va pas être contre-productif justement pour ces citoyens qui veulent manifester de ne pas avoir envie justement de mêler des politiques à leur initiative? Ça fait partie de l'ADN de LFI et c'est, je veux dire, tout à l'honneur d'un parti politique de chercher à créer des situations, de récupérer des choses. On se souvient la rentrée sur le pouvoir d'achat, la rentrée après les émeutes de juin 2023 sur les violences policières, ça n'avait pas pris auprès des Français. LFI avait cherché aussi à récupérer le mouvement social, syndical contre la réforme des retraites. Il y avait eu des tensions d'ailleurs entre la CGT et la France Insoumise. Là, effectivement, LFI est dans son rôle, mais c'est un parti qui est repoussoir pour une très forte majorité de Français. Est-ce que ça va pas, je dirais, annihiler ou limiter la force d'attraction de ce mouvement? Est-ce que les Français veulent que le pays soit bloqué? Je ne le dirais pas. Ils ne le disent pas comme ça non pas dans des sondages, mais dans leurs propos, dans leur verbatim qualitatif spontané. Alors qu'est-ce qu'ils souhaitent justement les Français? Parce qu'on le voit, ils sont majoritairement assez contre ce plan Bayrou d'économie. Dans le même temps, j'imagine qu'ils souhaitent tous une forme de stabilité, puisque l'instabilité nuit aux entreprises et donc à l'économie. Donc, que veulent précisément les Français, selon vous, par rapport à vos études? Je pense qu'ils veulent sortir de cette situation un peu gazeuse qu'on connaît depuis le 7 juillet, où clairement, le politique ne joue plus son rôle, il n'y a plus de réformes, il n'y a plus de choses qui ont été annoncées en dehors de ce qui s'est passé le 15 juillet. Ils cherchent cette forme de stabilité dans un contexte aussi, parce que là, depuis le début de notre échange, Stéphanie, on parle de questions intérieures, mais toutes les choses sont mêlées. Les Français s'intéressent énormément aux questions internationales, sont très inquiets de ce qui se passe dans toute une série de pays. D'ailleurs, Emmanuel Macron peut retrouver une forme de popularité un peu plus forte sur les questions d'international, puisque les Français ont le sentiment... On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, avec cette lettre de Netanyahou. Je pensais plus à l'Ukraine qu'à cette question plus compliquée d'antisémitisme et d'Israël. Mais effectivement, ils souhaitent plus de stabilité. Ils souhaitent que le politique joue son rôle, que le gouvernement agisse, mais effectivement, ils sont aujourd'hui, ici et maintenant, sur un rejet très fort, non pas du constat,
le constat que la dette est une catastrophe et que le pronostic vital de la France est engagé et partagé par une partie très importante des Français, peut-être même majoritaire, mais ce sont les solutions qui pêchent. Oui, mais pourtant François Bayrou propose quand même à chaque Français de faire un effort et ça ne passe pas non plus. On parlait de cette éventualité d'une motion de censure du gouvernement. Je voudrais vous faire écouter Pierre Jouvet, député européen PS. Il était l'invité de Thomas Schnell ce matin d'Europe 1 matin. Il parle justement de cette éventualité de vote de censure contre le gouvernement. Avec le budget tel qu'il a été proposé par François Bayrou au mois de juillet, je vais être très clair avec vous, c'est censure directe et immédiate. Rien n'est bon dans cette proposition de budget et rien n'est à retenir. Nous avons en face de nous un gouvernement qui est illégitime parce qu'il n'a pas eu les suffrages populaires, qui n'a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de majorité dans le pays et qui veut imposer par coup de rabot et d'austérité absolument terrible pour les Français, pour les classes populaires, pour les Français qui travaillent, un budget qui va faire énormément de mal pour notre pays. Alors c'est très important cette parole du socialiste Pierre Jouvet parce que évidemment on l'a dit tout à l'heure, les socialistes vont beaucoup peser et vont être un petit peu entre guillemets arbitres dans cette affaire. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est des paroles fortes. Vous avez rappelé tout à l'heure que le Parti socialiste avait entre guillemets sauvé François Bayrou en ne votant pas la censure sur le budget, ce qui a permis au pays de respirer et de sortir de cette situation d'instabilité, de non-budget. Là, les paroles de Pierre Jouvet, qui fait pas partie des principaux leaders du PS, sont extrêmement claires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PS va entrer peut-être ou va faire des propositions, je crois, le 10 septembre par Olivier Faure sur des mesures budgétaires complémentaires. Le 10 septembre, le jour du blocage. Oui, non, pardon, c'est pas 10 septembre. Je le confonds, c'est tout début septembre, plutôt à la sortie des universités, du campus de Blois à la fin du mois d'août. Pardon pour cette erreur d'une dizaine de jours. Mais voilà, le 10 septembre, c'est autre chose. Mais effectivement, alors, est-ce que c'est une censure directe ? Est-ce qu'il va y avoir un round de négociation entre des propositions du PS qui seraient reprises par François Bayrou, notamment une taxation plus ou moins forte, plus ou moins symbolique des ultra-riches, des revenus mais là, vous voyez, les plus élevés ? On retourne dans les travers. Mais vous avez raison, et surtout avec ce type de négociation, est-ce que les politiques parlent aux Français ? Non, ils se parlent même pour arriver à un accord. Quand je parle d'éclipse du politique, c'est deux choses. C'est une crise du résultat. Les Français ont le sentiment qu'aucun problème n'est réglé, sécurité, dette, immigration clandestine. Ça passe toujours par la taxation et c'est ce que va vouloir forcément le Parti socialiste. Donc il y a vraiment une partie d'équilibrisme qui se joue pour François Bayrou, parce que contenter le PS, c'est souvent taxer les Français quand même. Pas toujours. Sur le budget, c'est pas ce qui s'est passé. Mais même toujours un petit peu ce réflexe il y a de la gauche. Deux forces qui peuvent, entre guillemets, sauver François Bayrou. Le Rassemblement national, si le RN ne vote pas la censure. Quand on interroge les Français, c'était une enquête fiduciale pour Sud Radio à la fin du mois de juillet, on avait 57% des Français favorables à une motion de censure. Donc 57%, c'est beaucoup plus qu'à l'époque de Michel Barnier. Et c'était très majoritaire chez les sympathisants LFI et surtout chez les électeurs RN. Donc il reste peut-être pour François Bayrou que le Parti socialiste pour se sauver. Mais vous avez raison, on entre dans des négociations qui ne font que les Français se sentent exclus. Et la crise du politique, c'est la crise du résultat et la crise de l'écoute. Une classe politique qui fonctionne, je dirais, en vase clos et qui n'est pas dans cette logique de discussion et d'échange avec les Français. Alors, on va prendre un premier auditeur, puisque ça réagit au standard, toujours prompt à commenter, effectivement, nos chers auditeurs, l'action du gouvernement. Bonjour Philippe. Bonjour Nathalie Deneau, bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Vous nous appelez de Nantes, Philippe, je crois ? Oui, absolument. Alors, vous la sentez comment, cette rentrée ? Et puis, qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces bons mots d'Emmanuel Macron à l'encontre de son ami, de son compagnon de route, François Bayrou ? Vous partagez ? Franchement, oui. Je suis pas macroniste, je le dis tout de suite. Je suis plutôt, moi, je suis un filloniste déçu que M. Fillon ne soit pas à la place de M. Macron, parce qu'à mon avis, on ne serait pas dans cet état-là. Mais je rejoins, ce qu'a dit M. Macron. Faire censurer le gouvernement, faire partir M. Bayrou, oui, pourquoi pas, mais après on met qui ? On recommence, on attend combien de temps pour avoir un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement ? On a plus de temps à perdre. Ce que dit M. Bayrou, alors c'est pas agréable à entendre, quand il dit je vais supprimer 2 jours fériés, je vais supprimer les frais pro pour les retraités, les médicaments, c'est pas agréable à entendre, moi je suis pas pour ça, je vais pas dire c'est super ce qu'il fait, mais après je réfléchis, je me dis on va où sinon on va dans le mur. M. Bayrou, on peut lui reprocher plein de choses, mais par contre il a un leitmotiv depuis très longtemps, c'est la dette,
Enfin, il faut faire quelque chose sur la dette. Et il est, comme disait Alain Juppé, il est droit dans ses bottes. Et il y va. Et moi, je me dis, pourquoi pas faire un effort, ou alors on attend, et puis on sera sous tutelle de l'Europe, comme l'était la Grèce. Enfin, Philippe, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chef d'entreprise. Voilà, c'est une petite entreprise. C'est ça. Et vous savez certainement mieux que personne que l'instabilité nuit souvent à l'économie et aux entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Hein. C'est peut-être le sens de votre phrase. Il faut faire des efforts et puis soutenir le pays et soutenir la stabilité surtout. Absolument. Surtout que moi, je pense que M. Bayrou fait l'effort d'expliquer, d'essayer de faire comprendre aux gens la situation. Enfin, il s'est pas levé un bon matin en disant tiens, je vais embêter tous les Français, je vais supprimer 2 jours fériés. Enfin, tout ça, il faut arrêter. Alors quand j'entendais dire votre instructeur, M. Dabi, c'est ça, dire que le rôle de LFI c'était de s'agréger aux manifs. Moi, je dis non. Enfin, eux, oui, c'est leur rôle LFI parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une révolution, ils veulent tout casser. Mais ça serait d'entendre des propositions cohérentes. Il y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a en face? Je dis, c'est pour ça encore une fois que je répète que je soutiens moi les propos de M. Macron. Si M. Bayrou partait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On recommence. Enfin, le délai qu'il faut pour avoir un gouvernement. Là, il y a une coalition. Il y a des ministres quand même qui ont reproché souvent à des compositions. À des ministres, d'être un peu effacés entre guillemets. On a quand même des ministres qui tiennent la route. Monsieur Retailleau, moi je le mettrai en tête de liste parce qu'il fait quand même une politique et il a bien expliqué qu'il n'était pas forcément macroniste, mais que dans la situation, il fallait avancer pour la France et surtout faire barrage à LFI parce que c'est ça. Et quand j'entends dire Monsieur Jouyet, c'est ça, le représentant du Parti socialiste, que c'est un gouvernement illégitime, mais non. Enfin, quand ils nous disent que la gauche a gagné les dernières municipales, c'est faux. Ils ont fait une coalition de broc, avec LFI, mais les Français n'ont pas dit oui, on veut la gauche. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On peut tous, les Français, se regarder. Et c'est pas un reproche, mais il y a effectivement 3 partis et on ne sait pas trop. Il y a les extrêmes, gauche, droite, et puis il y a un centre droit, gauche. Moi, ce que j'appelle un parti gouvernemental au milieu de tout ça. Et pour vous, il faut faire preuve de pragmatisme pour avancer. Absolument. Il faut, je vous dis, M. Macron, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais je vous dis, en tant que chef d'entreprise, j'ai vécu la période Covid, et je le dis à chaque fois que je peux, je dis merci, M. Macron, de ce que vous avez fait. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Ah oui. Mais par contre, je vous garantis que pour les chefs d'entreprise et tout, même si moi j'ai pas eu besoin de tout ce qu'il avait mis en place, mais j'étais content de savoir que ça existait. Moralement, c'était franchement hyper important. Il y a plein d'entreprises qui n'en ont pas profité, mais bénéficié, parce que c'était effectivement utile pour la France. Et ça, on a l'impression d'oublier. Enfin, cette période-là, je ne sais pas si les gens se rappellent ce qu'on a vécu. Et je dis merci. Moi, je dis merci, M. Macron. Et je dis oui, ok, vous nous avez aidés. Maintenant, aux Français de faire quelques efforts. Vous nous avez aidés. C'est vrai qu'au prix de la dette et au prix des impôts et au prix maintenant de devoir faire aussi plus d'économies. C'est pas Emmanuel Macron qui a sorti de sa poche. Quand j'entends la gauche qui dit les économies, il faut réduire le salaire des députés, des machins. Enfin, tout ça, pourquoi pas pour l'image, mais c'est anecdotique. C'est pas là qu'il faut. Je dis, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui vont. Oui, pardon. Merci Philippe. On arrive au bout et on va retrouver Pierre Vest pour le journal. Merci en tout cas de nous avoir exprimé votre opinion sur l'antenne d'Europe 1. Restez avec nous.